Bienvenue dans le débat de France 24. La Côte d'Ivoire peut être un tournant face au risque d'une nouvelle crise post-électorale. Les regards se tournent vers l'hôtel du Golfe à Abidjan, là où il a lieu la rencontre entre Alassane Ouattara et son opposant Henri Konan Bédié. Lieu ô combien symbolique, où les deux hommes avaient, voilà 10 ans, jeté les bases de leur future alliance à la tête du pays. Aujourd'hui, c'est un couple en plein divorce qui se retrouve, alors que l'opposition conteste l'annonce de la réélection à un 3e mandat du président ivoirien. Les troubles ont fait, c'est le pouvoir qui l'affirme, 85 morts et près de 500 blessés en 3 mois. Et parmi les figures de cette opposition, il y a donc désormais Henri Konan Bédié, le sphinx de Daoukro, dont le fief à lui-même était le théâtre de violences meurtrières lundi. La Côte d'Ivoire saura-t-elle éviter un sinistre bégaiement de l'histoire? On en débat avec à mes côtés ici même Christophe Boisbouvier, mon confrère, responsable de la direction Afrique d'RFI. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Raphaël. Également avec nous Georges Jacquat, secrétaire général adjoint du FPI. Vous êtes également le représentant du candidat Pascal Affi-N'Guessan ici en Europe, un candidat dont il faut le rappeler qui a boycotté l'élection présidentielle et plus généralement la campagne. On aura l'occasion d'en reparler avec vous. Et puis également avec nous Mamadou Touré, porte-parole du RHDP, c'est le Rassemblement des Oufouattistes pour la démocratie et la paix, le parti du président Alassane Ouattara. Vous êtes également ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Merci d'être avec nous. Merci. On va tout de suite peut-être faire un point sur la situation, Christophe, depuis le début de la semaine et l'annonce donc par la commission électorale de la réélection d'Alassane Ouattara. Eh bien, il y a eu une nouvelle flambée de violence en Côte d'Ivoire. Oui, et surtout depuis la confirmation par la Cour constitutionnelle, c'était avant-hier, lundi. Cette journée avait été choisie par l'opposition pour en faire une nouvelle journée de mobilisation contre le pouvoir. Et de fait, il y a eu à nouveau des affrontements et à nouveau des morts. Et on connaît enfin ce soir le bilan officiel des morts depuis le mois d'août. Vous savez que Alassane Ouattara, en annonçant sa candidature à un 3e mandat le 6 août dernier, a provoqué une réaction très forte de l'opposition. Donc depuis le 6 août, on dénombre 85 morts en Côte d'Ivoire. C'est un bilan terrible, évidemment. Et de fait, pour la première fois depuis ce mois d'août, aujourd'hui, les deux principaux protagonistes de la crise ivoirienne se rencontrent. Vous venez d'en montrer les images. C'est une lueur d'espoir pour tous les Ivoiriens qui espèrent le retour de la paix. Et puis, c'est en effet un lieu symbolique très fort, l'hôtel du Golfe à Abidjan. Pour résumer, entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, c'est une lutte politique très forte depuis maintenant 28 ans, depuis la mort du président Houphouët-Boigny en 1993. Ces deux hommes politiques se méfient très fortement l'un de l'autre. Ils estiment tous les deux avoir la vocation à gouverner la Côte d'Ivoire. Et évidemment, il y a un fauteuil pour 2 personnes, donc il y en a évidemment un de trop. Donc vraiment, ces deux hommes-là luttent l'un contre l'autre de façon quasi permanente depuis 28 ans, depuis 1993, sauf pendant une petite période de 13 ans où ils se sont alliés contre Laurent Gbagbo. Et pendant ces 13 ans, le lieu symbolique de leur, vous l'avez dit d'ailleurs à l'instant, le lieu symbolique de leur alliance, c'était l'hôtel du Golfe, où ils étaient face à Laurent Gbagbo, alliés tous les deux dans cet hôtel contre le pouvoir que tenait à l'époque Laurent Gbagbo. Alors on va revenir sur le contexte politique, mais peut-être d'abord un mot de ces violences. Mamadou Touré, c'est le gouvernement qui l'affirme, 85 morts. C'est dire que vous-même reconnaissez la gravité de la situation, vous la déplorez et surtout à qui l'attribuez-vous? Écoutez, cette situation est extrêmement grave. Nous déplorons donc ces 85 victimes et au-delà même de ces 85 morts, c'est quand même près de 500 personnes qui ont été blessées. Jamais notre pays n'aurait dû connaître cette situation. Et ce que je peux dire, c'est qu'on aurait pu connaître une situation pire si un minimum de mesures n'avait pas été prises et si les forces de défense et de sécurité en Côte d'Ivoire n'avaient pas fait preuve de professionnalisme. Ce qui a permis non seulement donc, de juguler donc, ces violences, mais de les isoler donc, dans des endroits. Et vous verrez que la plupart des endroits où ces violences ont eu lieu, c'est dans le bastion de l'opposition. Alors, si vous me posez la question de savoir à qui on attribue ces violences, bien évidemment, je vous réponds que c'est ceux qui, au détriment donc, de toute logique, ont décidé de faire de la violence une arme politique et qui ont appelé des populations donc, à sortir pour empêcher donc, des Ivoiriens de voter. Près d'1,5 million d'Ivoiriens ont été empêchés de voter. On a volé le vol de 1,5 million de personnes.
Et on aurait pu se contenter de lancer un mot d'ordre, donc en demandant à ces personnes qui sont proches de l'opposition de s'abstenir, donc d'aller voter, mais il s'est trouvé des groupuscules de personnes qui ont usé de la violence, qui ont été armés donc de fusils à chasse et qui, malheureusement, ont semé dans de la désolation. Donc c'est une situation que nous dénonçons avec la plus grande fermeté et le gouvernement donc, entend donc, tout faire pour que toutes les personnes responsables donc, de cette situation répondent devant la loi. Mamadou Touré, le fait que ces morts ces derniers jours interviennent exclusivement dans des fiefs de l'opposition, vous l'avez dit, la ville de Pascal Affi-N'Guessan, Ambato, dans celle également d'Aoukro, de Henri Konan Bédié, est-ce que là ce n'est pas le signe qu'on s'en prend exclusivement à des manifestants, des membres de l'opposition? Ah non, quand vous regardez, je ne veux pas faire des décombres macabres, mais quand vous regardez de plus près les victimes, vous verrez que beaucoup de victimes sont proches ou supposées proches du parti au pouvoir. Je rappelle que les 2 premières victimes à Daoukro au mois d'août n'étaient pas du PDCI. Il y a eu un étranger qui a été tué, donc la veille de la manifestation de la désobéissance civile, et un jeune qui est proche donc, du parti au pouvoir. Et donc, il y a une vraie stratégie d'instrumentalisation des conflits intercommunautaires qui rentre la stratégie de l'opposition. On essaie d'opposer des communautés qui vivent depuis plusieurs années donc en parfaite harmonie entre elles, avec donc des rumeurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au sein des populations, des rumeurs d'attaque de telle communauté contre telle communauté. Et sur la base de simples rumeurs, on a eu des dégâts à Gagnois, on a eu des dégâts à Mbato, on a eu des dégâts à Daoukro et à Bongwanou. Et donc, ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est cette stratégie donc, de chaos qui a été choisie donc, par l'opposition. Et nous espérons que le dialogue tant voulu par le président Ouattara et qui a été accepté aujourd'hui par le président Henri Konan Bédié permettra donc de sortir de tout ça et revenir donc à ce qui est essentiel, donc ramener la paix, la stabilité, pour que ce pays puisse continuer donc sa marche vers le développement. Oui, on l'apprend à l'instant, une déclaration à l'issue de cette rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Ils ont brisé la glace, voilà, on n'en sait pas plus à l'heure qu'il est. Jean-Jacques, peut-être une réaction à cela, et puis plus généralement à ces morts de ces derniers jours, vous les attribuez à qui, vous ? Alors, je voudrais, à la suite donc, de mes prédécesseurs, m'incliner sur la mémoire des différents cas de décès et puis déplorer tout ce qui s'est passé. Alors, je voudrais que les Ivoiriens comprennent une chose et que Mamadou Touré lui-même, qui est en face de nous, comprenne que la crise que la Côte d'Ivoire connaît en ce moment est née de la volonté de Ouattara de briguer un 3e mandat en contradiction avec sa propre parole donnée et puis en violation totale avec la Constitution. Et donc, l'argument du décès du Premier ministre Gon Coulibaly n'est qu'un faux prétexte parce que nul n'est irremplaçable. C'est une même insulte, je pense, à l'intelligence de ses propres militants de penser qu'on est le seul à pouvoir développer la Côte d'Ivoire. Remarquez que quand la candidature du défunt Premier ministre a été annoncée, personne ne l'a contesté. Il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'arrestation. Donc ici, parler de stratégie de chaos et de violence, c'est un gros mensonge. En réalité, c'est le pouvoir même qui utilise justement les milices dédiées pour attaquer les populations avec un seul critère, l'ethnie. Quand vous prenez Daoukro, Tumodi, Yamsokro, les Baoulés sont des cibles. Quand vous prenez Bongwanou, Mbato, à Bangourou, c'est les Aïns qui sont des cibles. Quand vous prenez Bonois, c'est les Abourés. Quand vous prenez Dabou, c'est les Adjoukrou. Dites-moi, quel est le seul Ivoirien à Korogo ou à Odiné qui a subi ces atrocités? Personne. Donc, vous l'avez si bien dit, c'est les bastions des opposants qui sont ciblés. Et donc, le mode opératoire, c'est le même. C'est une force parallèle, armée, équipée, convoyés pour combattre des populations autochtones, découper et décapiter à la machette. Et c'est connu. Donc c'est un mode opératoire qui fait penser justement au spectre du Rwandais. Et moi, j'ai attiré justement l'attention de Mamadou Touré la dernière fois sur le plateau, et j'ai vu qu'après mon passage, ils ont intentionnellement interprété mes propos pour vouloir justement les manipuler pour soutenir leur projet de rwandadisation de la Côte d'Ivoire. Au Rwanda, la ministre s'appelait bien sûr Interwave, mais en Côte d'Ivoire, on les appelle microbes. Et donc, la communauté internationale, moi je pense, doit s'impliquer dans cette crise pour pouvoir permettre justement de dialoguer et de régler cela définitivement, parce que la confiance est rompue entre Ouattara et nous. Aujourd'hui, c'est vrai,
il y a eu cette rencontre avec le président Bédié, mais c'est toute l'opposition qui conteste ce troisième mandat. Ce n'est pas que Bédié. Voilà. Donc, il faut respecter des préalables, discuter avec toute l'opposition, libérer déjà Afin Guessan qui est emprisonné dans des conditions inhumaines, parce qu'on a tous vu cette vidéo, avec un regard hagard, dans les mêmes habits, et mangeant dans un papier aluminium. Ce n'est pas digne. Je veux même poser la question à Mamadou Touré, lui qui est ministre et conseiller de Ouattara, est-il fier de voir ses propres compatriotes décapités, découpés à la machette, brûlés vifs? Est-il fier de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, jadis havre de paix? Cela s'appelle de la terreur. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous puissions voir ces choses-là. Alors donc, Mamadou Touré, je pense que vous devez demander à M. Ouattara de revenir à la raison. Parce que nous avons toujours demandé le dialogue en tant qu'opposition. Nous avons appelé M. Ouattara avec une médiation de la communauté internationale. Qu'est-ce qu'il nous a répondu le 16 octobre à Bouaké? Il a dit clairement qu'ils disent qu'il veut dialoguer avec eux, mais je ne sais quoi leur dire. Mamadou Touré va vous répondre. Oui. Il attendait d'avoir un séjour. Mamadou Touré va vous répondre dans un instant. Je suis Jean-Jacques, dans un instant, mais d'abord, Christophe Boisboulier, juste pour compléter ce que vient de dire à l'instant Jean-Jacques, qui évoquait une rwandisation de la Côte d'Ivoire. Il y a un risque de conflit interethnique lorsqu'on voit des affrontements. Ça a été le cas ces derniers jours entre Annie et Dioula, par exemple. Est-ce que c'est le signe, peut-être, qu'on peut replonger dans ce qui a été le quotidien du pays il y a une dizaine d'années? Alors, il y a des violences intercommunautaires dans deux endroits en particulier. Le fief d'Henri Konan Bédié, la région d'Aoukro-Yamoussoukro, et le fief de Pascal Afin Guessan, la région de Bongouanou. Il y a aussi d'autres endroits où il y a de graves incidents. Pour l'instant, c'est ça qui fait quand même, c'est important, la différence avec 2010-2011. Il n'y a pas d'incident meurtrier dans la métropole d'Abidjan. Vous vous rappelez, en 2010-2011, il y a eu de très graves exactions, vous l'avez dit, dans les quartiers d'Abobo, de Yopougon, etc. Pour l'instant, Abidjan échappe à la violence. Sans doute est-ce lié au traumatisme que les Abidjanais gardent de cette terrible période décembre 2010, avril 2011, 3000 morts. Quand j'étais sur place avec Marc Perelman, notamment de France 24, j'ai été très frappé par le nombre d'Abidjanais qui me disaient on ne veut pas revivre le cauchemar de 2010-2011. Donc au moins les Abidjanais ont-ils été préservés de cela jusqu'à présent. On entend les deux camps. Ils se renvoient la responsabilité de ces malheureux 85 Ivoiriens tués depuis 3 mois et demi. Mais au moins, M. Aka et M. Touré acceptent de se parler dans votre émission, Raphaël. Ils acceptent de, même si c'est pour confronter leur point de vue, ils acceptent de se parler entre eux. Et ce soir, on a vu côte à côte M. Ouattara et M. Bédié. Donc, rien n'est perdu pour la paix. Et on va revenir dans un instant sur ce qu'ont déclaré ces deux dirigeants. Je vais tout de même laisser Mamadou Touré répondre à ce qu'a dit Georges Aka. Mamadou Touré avec... D'abord, cette question, le sort de Pascal Afin Guessan, effectivement aujourd'hui incarcéré, ce dirigeant de l'opposition, comme d'autres d'ailleurs, figurent au sein de l'opposition qui ont fait l'objet d'arrestations ou de placements en résidence surveillée. Et puis plus généralement, sur le sens tout de même de ces violences, lorsqu'on sait que 8000 personnes, et ça c'est le HCR qui l'indique, 8000 personnes ont fui la Côte d'Ivoire, notamment vers le Libéria. Qu'est-ce que ça indique, ça ? Mais écoutez, c'est inacceptable. Je voudrais rassurer Georges Aka, si son interpellation est de savoir est-ce que ça nous plaît donc de voir des Ivoiriens mourir. Non, personne ne veut voir des Ivoiriens mourir. Et d'ailleurs, le gouvernement a multiplié des initiatives dans le sens donc, de la préservation de la paix. Mais je voudrais quand même qu'on soit honnête. Lorsqu'on veut tout lier à la candidature du président Alassane Ouattara, je ne suis pas d'accord. Au mois d'avril, l'opposition a déclaré qu'il fallait une transition en Côte d'Ivoire sans le président Alassane Ouattara. Je vous rappelle qu'au mois d'avril, Amadou Gon Coulibaly était notre candidat. Et qu'Afin Guessan avait dit qu'il n'accepterait jamais une élection en Côte d'Ivoire avec Amadou Gon Coulibaly. Ce que nous disons, c'est que cette opposition est dans une stratégie, une logique de chaos. Rappelez-vous qu'un leader de l'opposition qui se promène aujourd'hui en Europe avait déclaré qu'il y aurait le chaos en Côte d'Ivoire alors qu'Alassane Ouattara n'était même pas encore candidat. On a savamment préparé donc, ce chaos et le gouvernement a fait échec. Je vais rappeler à M. Georges Aka que les Agnis, les Baoulés et les Bété sont aussi à Korogo, sont à Odiéné. Mais aucun Agni, aucun Bété n'a été attaqué à Korogo, à Odiéné, ni à Daloa, etc. Et donc, dire que systématiquement,
ils sont attaqués, mais en réalité, dans les fiefs de l'opposition, vous avez des leaders responsables, des leaders d'opposition totalement irresponsables, qui ont instrumentalisé des jeunes, qui ont armé ces jeunes Mamadou pour aller Touré s'attaquer donc à des populations avec pour objectif qu'il y ait une réaction de ces populations. Mamadou Touré, les 8000 personnes qui ont fui la Côte d'Ivoire vers le Libéria, est-ce que ça ne réveille pas le spectre de Dwekwe? Mais le gouvernement a décidé, le président de la République a décidé aujourd'hui en Conseil de ministres, donc a instruit tous les ministres concernés à cet effet, donc à l'effet de prendre toutes les dispositions pour que nos compatriotes qui ont fui pour aller se réfugier devant la violence inouïe orchestrée donc par cette opposition, donc s'assurer que ces compatriotes pourront revenir très rapidement et en toute sécurité en Côte d'Ivoire pour reprendre leurs activités. Voici ce que le gouvernement va faire dans les prochains jours. Mais pour le reste, ce que nous disons, et ça doit être clair, la communauté internationale, puisqu'il en appelle à la communauté internationale, on a une mission de l'Union africaine, une mission de la CEDEAO, une mission de l'Union européenne. Reprenez tous les communiqués. Tous ces communiqués ont interpellé directement l'opposition sur les discours de haine et sur les violences donc, liées au fait d'empêcher le processus électoral qui a été assimilé par la CEDEAO et l'Union africaine comme étant donc des crimes. Et surtout, toutes ces violences qui ont découlé des messages de haine qui ont été distillés par l'opposition. Et aujourd'hui, Afin Guessam, malheureusement, elle fait partie des personnes qui ont été donc les plus virulentes, qui ont exacerbé. Afin Guessam fait partie des personnes qui ont instrumentalisé dans sa localité donc des jeunes, et Afin Guessam répondra devant la loi. On va y revenir justement, et la situation politique en Côte d'Ivoire. Merci Mamadou Touré. Restez avec nous, on doit marquer une courte pause. C'est la fin de la première partie du débat, mais on se retrouve dans moins de 3 minutes et on entendra notamment les premières déclarations à leur sortie d'Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié qui se sont donc retrouvés il y a une demi-heure à l'hôtel du Golfe à Abidjan. Retour au débat de France 24, ils se sont donc vus après des semaines, voire des années de silence. L'ancien président Henri Konan Bédié a répondu présent à l'invitation du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à l'hôtel du Golfe, lieu de leur rencontre, passé de leur union, passé même, écoutez leur réaction à la sortie. Nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens. Et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi. Par la rencontre d'aujourd'hui, nous avons brisé le mur de glace, de silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer. Voilà, on n'en saura pas plus. Nous avons brisé le mur de glace, indique Henri Konan Bédié. Christophe Boisbouvier, est-ce le début d'un processus? Bon, alors d'abord, les deux hommes ne se sont pas vus depuis plus de 2 ans. La dernière rencontre entre Ouattara et Konan Bédié, c'est août 2018. C'est au moment du divorce, quand Bédié comprend que Ouattara ne soutiendra pas son éventuelle candidature en 2020. Donc ensuite, c'est le crescendo, 2018, 2019, 2020, le crescendo avec Henri Konan Bédié qui, en mai-juin 2020, abat ses cartes politiques, c'est-à-dire qu'il s'efforce d'écarter toute autre candidature du PDCI pour la présidentielle. C'est lui qui veut revenir au pouvoir, 21 ans après en avoir été chassé. Il veut sa revanche personnelle. Il ne le cache pas, il l'avait dit dans une interview à Jeune Afrique il y a quelques années. Avec donc le décès d'Amadou Gon en juillet et la nouvelle candidature d'Alassane Ouattara en août, tous les ingrédients de la crise se cristallisent et on arrive à ce que vous avez dit tout à l'heure. Ensuite, vous avez une tentative de rencontre entre les deux hommes juste avant la présidentielle. On est entre le 25 et le 27 octobre, avec la médiation du président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui préside en ce moment la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest. Ça a failli marcher.
Bon, pour diverses raisons, parce qu'Henri Konan Bédier voulait notamment une tierce personne, un médiateur. On pensait à Joaquim Chissano, l'ancien président du Mozambique. Bref, les deux hommes n'ont pas trouvé les conditions d'une rencontre. Pourquoi? Je pense parce qu'à ce moment-là, on est juste avant donc, le scrutin du 31 octobre. Chaque camp veut mesurer ses forces et savoir ce qu'il va être capable de faire pour le 31 octobre. Donc ce samedi 31 octobre, l'opposition réussit à bloquer le vote dans un certain nombre de ses fiefs du centre du pays. Mais de l'autre côté, le pouvoir réussit à organiser le vote dans beaucoup d'autres bureaux de vote et annonce au final, via la commission, la commission électorale, la CEI annonce 56%, je crois, de taux de participation. On a donc, après la crise qui continue avec, comme vous le savez, l'opposition qui continue son défi au pouvoir en annonçant la formation d'un futur gouvernement parallèle avec la formation d'un Conseil national de transition. Et en réaction, donc, Alassane Ouattara, qui fait arrêter, suite à une décision du procureur de la République, un certain nombre d'opposants, dont le numéro 2 du PDCI, Henri Konan Bédier. C'est pas n'importe qui, c'est Maurice Kakou Gikawe. On ne sait pas à l'heure qu'il est s'il est libéré ou pas. À Abidjan, c'est une question qu'il faudra qu'on essaye de poser à Thaïs, si vous arrivez à l'avoir en ligne dans la soirée. Évidemment que Thaïs se manifeste. Et bien sûr, Pascal Afine-Guessant, qui est le porte-parole de l'opposition et dont M. Aka est le représentant en France aujourd'hui. Et on est dans la crise. Et à ce moment-là, je pense deux choses. Je pense que M. Bédier et M. Ouattara prennent la mesure. Bon, ça y est, ils ont mesuré leurs forces respectives pendant le scrutin du 31 octobre. Ce sont tous les deux des hommes politiques madrés. Il y en a un qui a 86 ans, M. Bédier. Il y en a un autre qui a 78 ans, M. Ouattara. Ils savent le risque que court leur pays si les violences continuent. Ils ne veulent pas revivre le cauchemar de 2010-2011. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que les ambassadeurs étrangers sont rentrés dans le jeu. Donc vous avez 4 ambassadeurs à Abidjan, celui de la France, celui de la Grande-Bretagne, celui de l'Union européenne et celui des États-Unis, qui ont pris leur bâton de pèlerin, qui sont allés voir les deux protagonistes, M. Bédier dans sa résidence qui était à l'époque sous blocus, et M. Ouattara à la présidence de la République. Et je pense que tout cela réuni fait qu'on a cette lueur d'espoir aujourd'hui avec cette rencontre qui n'a pas duré longtemps, mais qui a eu lieu. Georges Aka, vous-même, en tant que représentant du Front populaire ivoirien, le parti historiquement de Laurent Gbagbo, mais vous êtes fidèle à Pascal Afine-Guessant, qui est incarcéré à l'heure qu'il est, qui était candidat à cette élection présidentielle. Quelle est votre réaction à cette rencontre? Vous saluez l'initiative, vous vous reconnaissez dans l'initiative d'Henri Konan Bédier, qui est donc allé à la table pour négocier avec le président Alassane Ouattara? Alors, il y a deux points d'analyse. Sous la forme, rencontrer seul Bédier alors que c'est toute l'opposition réunie qui conteste le 3e mandat et qui demande un dialogue inclusif, me paraît totalement inapproprié et risque de discréditer ce processus-là engagé par Ouattara. Que vaudra un dialogue direct entre Bédier et Ouattara alors que les autres membres de la coalition de l'opposition, pour certains, sont emprisonnés, par exemple le président Afine-Guessant, pour d'autres sont en fuite et d'autres sont toujours en prison. Je pense qu'un dialogue inclusif doit inclure, bien sûr, comme cela se définit, tous les autres membres de l'opposition pour que les problèmes de la Côte d'Ivoire puissent être pris en compte. Parce que le FPI est quand même un grand parti et nous saurait être mis à l'écart d'un quelconque dialogue en Côte d'Ivoire. Sur le fond, l'opposition a toujours appelé Ouattara au dialogue et pour mettre en place de façon consensuelle les conditions d'une élection transparente et inclusive. Qui t'a abandonné l'idée d'un Conseil national de transition? L'idée d'un Conseil national de transition n'était pas pour une gouvernance de la Côte d'Ivoire. C'était un instrument de combat et de lutte pour la pression, pour mettre la pression sur le régime RHDP pour les appeler à la table de la négociation. Et ils l'ont dit. Le porte-parole, Afine-Guessant, l'a dit. Et le président Bédier aussi, je pense, l'a dit. Voilà, donc il faut que... On ne peut pas dire qu'on met un Conseil national de transition en place et demander une médiation de la communauté internationale. Si on le fait,
il faut comprendre que ce conseil-là n'était qu'un instrument pour mettre la pression, pour équilibrer le rapport de force, pour amener Ouattara à la table de négociation. Malheureusement, il n'a pas compris ça comme ça. Mais nous disons que sur le fond, un dialogue direct entre Ouattara et Bédié ressemble à, on va dire, à une stratégie du RHDP de nous ramener ou de ramener la Côte d'Ivoire à, on va dire, une entente des oufouettistes. Et cela n'a pas marché dans le passé. Et ça va encore nous replonger dans une grave crise. La coalition du RDR et du PDCI qui avait porté Alassane Ouattara au pouvoir à l'issue d'un accord de second tour en 2010. Le régime Ouattara est dans cette stratégie-là, mais ça ne va pas prospérer parce que ce n'est pas la requête de l'opposition. L'opposition demande une médiation, un dialogue avec le régime, avec une médiation internationale. On va dire même que moi, je vais aller plus loin, que moi, je propose une solution à la Makoussi. Voilà, une table ronde avec... Vous avez relevé que l'Union africaine et la CEDEAO ont reconnu l'élection d'Alassane Ouattara, sa réélection. Ils ne vous sont pas favorables. Oh, mais vous savez que la CEDEAO et l'Union africaine ont été appelés en Côte d'Ivoire à la demande de l'opposition pour justement assurer une médiation. Ils sont venus en tant qu'observateurs et ils ont fait un communiqué où ils ont laissé tout le monde dos à dos. Donc aujourd'hui, leur posture ne nous étonne pas, mais nous sommes toujours dans cette dynamique de solliciter l'intervention de la communauté internationale, notamment le secrétaire général de l'ONU, à qui nous avions adressé un courrier et dont nous attendons une réponse à notre préoccupation. Mamadou Touré, faut-il qu'à présent, Alassane Ouattara, comme il vient de le faire avec Henri Konan-Bédié, dialogue avec Pascal Affi-N'Guessan, mais cela supposerait bien entendu de remettre en liberté le dirigeant du FPI? Mais moi, je ne comprends pas l'incohérence de Georges Akar. Ce n'est pas nous qui avons désigné le président Henri Konan-Bédié comme chef de file de l'opposition. C'est eux qui l'ont mis à la tête d'une structure totalement illégale et c'est eux qui l'ont désigné comme le chef de file de l'opposition. En quoi est-ce que ça pose un problème si le président Henri Konan-Bédié, désigné comme chef de file de l'opposition, se retrouve aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara pour entamer donc le dialogue que le président Ouattara a toujours appelé donc de ses voeux? Il devait plutôt applaudir. En réalité, vous comprenez que cette opposition n'est pas homogène. Vous n'avez rien compris. En réalité, chacun a son intérêt. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui les intéresse. Chacun a pensé instrumentaliser, utiliser l'autre pour aboutir donc à ses fins. Ce qui est important aujourd'hui, et c'est ce sur quoi nos compatriotes nous attendent, c'est comment faire en sorte que ce pays qui a connu quand même, après la grave crise de 2010, qui a connu 10 années de stabilité et de cohésion sociale, comment faire en sorte que ces violences isolées soient rapidement circonscrites et que Mamadou Touré, pour y parvenir et pour qu'un dialogue soit réellement inclusif, ne faut-il pas que Pascal Affi-N'Guessan soit lui aussi partie prenante d'éventuelles négociations? Partie prenante. Et si Mamadou Coulibaly reconnaît que Bédié a été désigné tête de file de l'opposition, comment se fait-il que Bédié n'a... Mamadou Touré nous répond. Pardonnez-moi, Georges Akar, c'est Mamadou Touré. C'est Mamadou Touré qui nous répond. Et que c'est le porte-parole Georges Akar, merci. Mamadou Touré, allez-y, on vous écoute. Peut-on faire du Pascal Affi-N'Guessan le mouton de sacrifice? De se calmer. Affi-N'Guessan se retrouve dans une situation dans laquelle il s'est lui-même mis. Affi-N'Guessan, qui lui-même, par le passé, a dénoncé tous les acteurs politiques qui ne respectent pas la loi, qui ne se conforment pas à la loi. Affi-N'Guessan s'est fait donc le porte-parole d'une structure donc, des transitions qui a été donc décriée par tout le monde et qui est une structure anticonstitutionnelle. Donc Affi-N'Guessan est quand même comme responsable le troisième mandat de Ouattara d'ailleurs. Et beaucoup d'indices. Comme le troisième mandat de Ouattara d'ailleurs est anticonstitutionnel également. A contribué aux violences donc pas nous. Donc le dialogue n'est pas incompatible. Georges Akar, s'il vous plaît, vous reprendrez la parole par la suite, mais on va écouter jusqu'au bout Mamadou Touré, si vous le voulez bien. Le plus important aujourd'hui, c'est que le président Ouattara, qui est le président de la République et qui est le président du RHDP, et Henri Konan-Bédié, qui a été désigné par toute l'opposition comme le chef de file de l'opposition, entament un dialogue. Et on verra ce que ce dialogue va donner. Les deux chefs ont promis donc se parler au téléphone, se voir dans les prochains jours. Le plus important pour nous, c'est que la paix et la stabilité soient conservées dans notre pays et que nos compatriotes qui majoritairement aspirent à la paix et qui ne veulent pas revivre
donc le cauchemar de 2010, puissent vaquer à leurs occupations tranquillement. Le reste, c'est les calculs politiciens, les calculs faits donc de stratégie de DKO et de reniement ne nous intéressent pas. Christophe Boisbouvier. Donc, oui au dialogue, mais dans le respect de l'état de droit. Voilà. Merci. Christophe Boisbouvier, vous évoquiez tout à l'heure le rôle, en tout cas la volonté d'apaisement jouée par un certain nombre de puissances. Vous évoquiez le rôle de la France, du Royaume-Uni, de l'Union européenne et des États-Unis. L'Union africaine et la CEDEAO concourt-elle à l'heure qu'il est à apaiser les esprits en appelant l'opposition au dialogue et à préserver la cohésion sociale et la paix? Ont-elles choisi leur camp d'une certaine manière, comme ces pays, le Maroc, le Sénégal, le Togo ou encore le Ghana, qui ont d'ores et déjà envoyé des messages félicités à Alassane Ouattara pour sa réélection? Alors ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a un mois déjà, quand à l'issue d'une visite à Abidjan, la CEDEAO a demandé à l'opposition de revoir son intention de désobéissance civile pour le jour des élections. On sentait déjà que la CEDEAO s'éloignait de l'opposition. Hein. Et on a aujourd'hui, en effet, avec la CEDEAO qui dit qu'il faut respecter les institutions de l'État ivoirien, l'idée et qu'il ne faut pas sortir du cadre constitutionnel, l'idée que le Conseil national de transition initié par l'opposition ne plaît pas à la CEDEAO. Donc on n'est pas vraiment surpris par le fait que la CEDEAO soit plus proche du président Ouattara que du président Bédié. Et on sait bien que l'Union africaine s'aligne sur la position de la CEDEAO, puisque l'Union africaine suit en général les recommandations des sous-régions concernées. Du côté des 4 ambassadeurs précités, donc France, Europe, Angleterre, Amérique, on a une position légèrement différente. Vous avez vu le communiqué du Quai d'Orsay de la semaine dernière, et on sait par ailleurs de bonnes sources que la France souhaite une décrispation, c'est-à-dire qu'elle souhaite que l'opposition retire son projet de Conseil national de transition, mais elle souhaite aussi que les opposants actuellement en prison soient libérés. Donc vous avez ce cadre-là. Enfin, vous avez un troisième paramètre qui est important et dont on n'a pas encore parlé. Vous le savez, le FPI est coupé en deux. Je vais vous poser la question Laurent Gbagbo. Et voilà, depuis plusieurs années. Donc là, on entend, avec M. Aka, on entend le camp FPI de Pascal Afine-Guessant. Mais il y a de l'autre côté le camp FPI de Laurent Gbagbo, qui a toujours beaucoup de troupes sur le terrain. Et il y a quand même, dans l'interview que Laurent Gbagbo a accordée le 29 octobre à nos confrères de TV5 Monde, il y a des choses qui sont nouvelles dans la bouche de Laurent Gbagbo, notamment un appel au dialogue, qui a été confirmé il y a 8 jours par un coup de fil étonnant, surprenant, de l'ancien président Gbagbo au Premier ministre actuel, Ahmed Bakayoko, ce qui était une première, à ma connaissance, depuis la chute de Laurent Gbagbo en avril 2011. Georges Aka, Laurent Gbagbo, pour lequel vous avez milité pendant de nombreuses années, est-ce qu'il pourrait incarner une solution d'apaisement? Est-ce qu'il pourrait ramener peut-être vers, non pas vers le pouvoir, mais en tout cas dans une forme de dialogue, une partie des troupes du FPI? Ben, nous sommes ouverts au dialogue. Vous savez, asseyons-nous et discutons est un concept qui a été mis sur la place publique par Laurent Gbagbo lui-même et que nous avons appliqué toutes ces années. Donc, nous, au FPI, nous sommes dans l'asseyons-nous et discutons. Donc, du coup, le dialogue, c'est notre credo. C'est pour ça que dans tous les discours, je vais demander à Touré Mamadou de revisiter tous les discours du porte-parole de l'opposition. En aucun moment, il y a eu un discours d'appel à la rébellion. C'est des appels au dialogue tout le temps. Voilà, et Ouattara est resté sourd. Donc aujourd'hui, Laurent Gbagbo, à travers justement son interview, est venu donner, on va dire, mettre un peu d'eau dans notre vin pour nous permettre justement d'aller au dialogue. Sauf que Ouattara n'a pas saisi cet appel. Vous vous souvenez que Ouattara n'a même pas donné de réponse à l'interview de Gbagbo. Voilà, il est resté accroché coûte que coûte à faire son passage de force pour arriver à cette élection, enfin pseudo-élection du 31 octobre 2020. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où Ouattara décide de dialoguer, mais en voulant incriminer un porte-parole d'une coalition
alors que la tête de la coalition, elle-même, elle est là et c'est avec elle qu'elle veut discuter. Moi, je ne comprends pas où est la cohérence. Où est la cohérence? Et Touré Mamadou me dira certainement on va l'écouter justement, c'est peut-être mieux de l'écouter. Oui. Plutôt que de placer des mots dans sa bouche, on va peut-être effectivement écouter ce qu'a à dire Mamadou Touré. Vous seriez prêt, le cas échéant, à saisir la main tendue. Laurent Gbagbo, demain, peut-il être un partenaire? On peut tout oublier. Quel rôle pourrait avoir l'ancien président dans la Côte d'Ivoire de demain? Est-ce qu'il serait le bienvenu à nouveau? Mais il revient à Laurent Gbagbo lui-même de définir son agenda politique et de déterminer le rôle qu'il veut jouer. Le président a souhaité... Il est poursuivi par la justice ivoirienne alors qu'il est. De la procédure... Alors, le président a souhaité justement qu'à l'issue des procédures judiciaires à la CPI, si Laurent Gbagbo venait à être totalement acquitté, en plus des initiatives qu'il pourrait prendre au niveau national pour favoriser son retour, il a souhaité que le président Laurent Gbagbo puisse apporter sa contribution. Maintenant, il revient à Laurent Gbagbo donc de déterminer de quelle manière il apporte cette contribution. Je ne crois pas que celui qui est mon contradicteur aujourd'hui est très heureux donc de telles perspectives. Puisque, ça c'est absolument, je suis très heureux. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de dire que c'est vous qui lui prêtez des intentions de retour. De dialogue, de cohésion sociale. Oui. Les fondamentaux de dialogue et de cohésion sociale doivent se poursuivre. Le président Ouattara vraiment est disposé, et surtout à l'issue de sa réélection, à faire en sorte d'aller plus loin dans le rassemblement de l'ensemble des Ivoiriens. Et faire de Laurent Gbagbo un allié politique demain? Le lundi, il a dit... Non, on n'est pas dans les calculs politiques. Il s'agit de rassembler les Ivoiriens, y compris Laurent Gbagbo. Le président Ouattara estime aujourd'hui qu'après sa réélection, qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas seulement le président des militants du RHDP, de tous les Ivoiriens, y compris donc Laurent Gbagbo et ses militants. Et il fera tout ce qui est donc de son ressort pour que nous allions plus loin dans le rassemblement donc de l'ensemble des Ivoiriens. C'est un pari que nous allons relever. Jean-Jacques, un mot. Vous voulez réagir? Oui, alors moi, je reste dubitatif quant aux promesses sans fond de Ouattara et de son régime, dans la mesure où nous sommes dans une situation où il y a rupture de confiance, où Ouattara ne respecte pas, il a montré aux yeux du monde qu'il n'a pas de parole. Donc, oui, d'accord pour la paix, oui, d'accord pour le dialogue, oui, d'accord pour un processus pour amener toute la Côte d'Ivoire sur le havre de paix, mais pas un dialogue avec Ouattara directement qui viendrait dire aujourd'hui une chose et puis nous ramener demain en arrière. Voilà. Merci Jean-Jacques. Et je voudrais aussi rappeler que Ouattara doit établir l'état de droit, parce que rappelons que notre président de parti, Pascal Affi-N'Guessan, est quand même député de la nation, donc il a une immunité. Il est aussi président du conseil régional, il est président d'un parti, et donc ce n'est pas normal qu'il soit détenu sans une procédure judiciaire conforme à la loi ivoirienne. Merci Jean-Jacques, merci également à Mamadou Touré qui était avec nous en direct d'Abidjan, et puis Christophe Boisbouvier d'RFI, ici à mes côtés. Merci Christophe. Merci Raphaël. Et c'est la fin de ce débat. Restez avec nous, à suivre dans moins de 10 minutes un nouveau journal sur France 24.